Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 23 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Les nouvelles recrues issues de l'école de police ont été décorées ce lundi matin. 27 nouveaux agents et 7 lieutenants ont enrichi les rangs de la sûreté publique. En basket, c'est l'égalité parfaite pour cette finale de championnat de France. La Roca Team a remporté son match 4 à domicile hier après-midi. Les Parisiens et les Monégasques sont dos au mur pour le match 5. Retour sur la rencontre d'hier, l'analyse de notre consultant Ali Traoré et les explications de la responsable éditoriale de DAZN. Sachez que ce dernier match décisif sera gratuit sur cette plateforme. Restez avec nous pour en savoir plus. La Fédération monégasque de rugby a été sacrée championne d'Europe de rugby à 7 ce week-end en Andorre. Retour sur cette compétition. En football, la 6e édition du tournoi Effinio Yeti s'est déroulée au Stade du Devin, une compétition internationale destinée aux U12. Le Moyen-Orient s'embrase, les relations entre Israël et l'Iran sont exécrables, on peut même parler de guerre. Nous recevrons dans quelques instants un spécialiste des questions sécuritaires et militaires sur la chaîne israélienne I24 News, Mathias Inbar. Le Monaco Private Label, dont le but est de favoriser la politique d'attractivité en principauté, vient d'organiser une conférence avec pour thème « Explorer l'art de collecter ». Et enfin, nous reviendrons sur le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été donné ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Chaque année, la Sûreté publique décore ses nouvelles recrues issues de l'école de police. Ce lundi matin, à l'Auditorium Régnier 3, c'est la promotion Napoléon Delalonde qui était à l'honneur. 27 nouveaux agents et 7 lieutenants ont enrichi les rangs de la Sûreté publique. Yannick Debever et Lionel Bernardi reviennent sur cette cérémonie. C'est en présence du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, que les élèves issus de l'école de police ont reçu leurs épaulettes et leurs cartes professionnelles ce lundi matin. 27 nouveaux agents et 7 nouveaux lieutenants ont été décorés dans cette cérémonie qui permet de mettre à l'honneur la formation monégasque. La formation est fortement remplie par l'acquisition de beaucoup de techniques opérationnelles, techniques d'intervention, techniques de défense, l'apprentissage de beaucoup de cours théoriques, cours de procédure pénale, puisque beaucoup des personnels rejoignent directement la police judiciaire, d'autres la police urbaine. Donc c'est une somme de formation très importante et bien sûr ils cultivent leur activité physique absolument importante tout au long de leur carrière. Cette promotion 2025 se nomme Napoléon Delalonde, en hommage au premier directeur de la Sûreté publique nommé le 23 juin 1902, il y a donc 123 ans. Un héritage important pour ces nouvelles recrues qui ont pour la plupart suivi une vocation. Pour moi, c'est avant tout être au service des autres, c'est protéger la principauté, ses habitants et également la famille princière. Ça me tient énormément à cœur car je suis scout également à Monaco depuis 2003 maintenant. Donc c'est pas d'hier que je fais la promesse de protéger mon prince, mon prochain. Donc là, c'est juste la consécration. Alors moi j'ai eu la chance de pratiquer ce métier en France, j'étais déjà sous-officier gendarmerie, j'étais pas parti forcément pour faire un major, je voulais juste donner le meilleur de moi-même. Voilà, cette exigence que j'avais en fait envers moi-même, il se trouve que j'ai fini major, donc je suis très content, j'ai travaillé pour, donc voilà, très satisfait. Il a fallu une année de formation ponctuée par des stages pour permettre à ces élèves d'être prêts à servir pour la principauté. En fonction de leurs notes, ils ont pu choisir leurs affectations entre la section judiciaire, la section administrative, la section de nuit ou encore la section urbanisme. Je vais apprendre le métier, si je peux reprendre les paroles d'un capitaine, il faut 4 ans pour former un bon agent de police, donc j'ai 4 ans d'expertise à me faire et à devenir compétente, à donner le meilleur de moi-même et on verra dans 4 ans où ça nous mène. L'ensemble de la promotion 2025 a été béni par l'abbé Julien Golino. Chaque agent et lieutenant prendra ses fonctions le 9 juillet prochain. Nous vivons une fin de championnat de France de basket exceptionnelle. Après 2 défaites, limite 2 fessées à Paris, les joueurs de la Roca Team se sont relevés et ont remporté leurs 2 matchs à domicile à force d'abnégation et de courage, avec notamment le match 4 salle Gaston Médecin ce dimanche après-midi, 80-74 pour les Monégasques. Il y aura donc un match 5 demain à 20h30 à Paris. En attendant, retour sur cette dernière rencontre avec Yannick Debever. Gaston Médecin a vécu un match 4 suffocant ce dimanche dans les finales de Betclic Elite. Dos au mur, les Monégasques bien lancés par Thierry Tarpé ont réussi à tenir l'attaque de Paris en dessous des 75 points.
Les deux équipes ne se sont pas lâchées durant tout le match et après une excellente entame de Monaco, Paris a refait son retard pour virer en tête à la mi-temps. Dans une rencontre hachée par les fautes, il a fallu rester concentré pour ne pas perdre le fil et il a fallu aussi une certaine audace pour rentrer des shoots compliqués. Mathieu Strazel, 19 points, en est le spécialiste. Avec son compère Elio Kobo, ils ont inscrit la moitié des points de leur équipe. La Roca Team a su créer un avantage de 2 possessions dans le dernier quart-temps et garder cette avance jusqu'au coup de sifflet final. Symbole de la frustration parisienne, le coach Thiago Splitter s'est fait exclure dans la dernière période. Paris a manqué 2 balles de titre à Monaco. La faute à des Monégasques révoltés qui ont finalement commencé à jouer dans ces finales et faire parler leur physique. En fait, on se base sur les arbitres. On voit que sur les 2 premiers matchs, ils ont laissé plutôt jouer, mais du coup, on était les agressés. Et on s'est dit que ça pouvait pas arriver, surtout à la maison, on doit être les agresseurs. Et voilà, les arbitres, ils nous laissent l'opportunité de jouer dur. Et si tout le monde est sur la même page et tout le monde met la même intensité, c'est compliqué pour eux de siffler. Alors que si, dans notre équipe, il y en a qui mettent de la pression et d'autres moins, forcément, ça ressort plus et c'est plus facile à siffler. Donc si tout le monde est sur la même page, c'est plus compliqué pour eux et c'est ça qui nous donne l'avantage. Certes, c'est bien, ça donne du spectacle d'avoir gagné ces 2 derniers matchs et d'en jouer un 5e à Paris, mais ça sert à rien si on perd le 5e. Donc voilà, pas être trop bas quand on perd. Comme je l'ai dit, les séries de playoffs, c'est mental et faut qu'on reste mentalement sur terre et prêt à combattre sur ce dernier match. Tout se jouera sur le match 5 ce mardi soir à Paris avec une ombre au tableau, la potentielle blessure de Mame Diaité sortie pendant ce match 4. En cas de victoire à l'Adidas Arena, Monaco pourrait devenir la 2e équipe de l'histoire à renverser un déficit de 2 défaites en finale. La première équipe, c'était l'Asvel en 2016 face à Strasbourg. Et pour décortiquer cette remontada, quoi de mieux que notre consultant Ali Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette finale de dingue entre Monaco et Paris? Vous attendiez à ça, à la fin du match 2, à cette remontada? Alors, je m'attendais à une réaction monégasque, que ce soit dans la tactique ou dans la physicalité. Et c'est exactement ce qui a été montré sur les matchs 3 et 4. On a l'impression d'avoir vu 2 Monaco, une équipe complètement dépassée à Paris et une équipe conquérante à Monaco. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. À Paris, Monaco a été très passif. Elle a laissé Paris développer son jeu. Alors qu'à Monaco, on l'a vu sur la première mi-temps, notamment du match 4, d'un basket extrêmement physique, extrêmement âpre. Et c'est la solution pour battre une équipe comme Paris qui est très talentueuse. Oui, qu'est-ce qui fait que cette équipe s'est sorti les doigts, pardon pour l'expression. C'est l'entraîneur, c'est un changement tactique. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors déjà, au niveau du sortage de doigts, comme vous dites, il y a forcément une prise de conscience. Les joueurs n'ont pas envie de se faire éliminer 3-0. C'est un peu la honte quand on est une équipe comme Monaco. Et après, au-delà de ça, oui, il y a eu un ajustement tactique, notamment le small ball, le jeu petit de Monaco, qui a fait énormément de bien à l'équipe de la Roca Team, enclenchée par Vasselis Panolis. Qui sont les héros de cette remontada entre le match 3 et le match 4? Alors je sais qu'il y a Blossom Game qui, au match 3, marque 26 points, dont 22 en 20 minutes, mais ça fait pas tout. Qui sont les héros des 2 derniers matchs? Bien sûr, on peut parler de Mathieu Strazel, d'Elio Kobo, les joueurs talentueux, les gros talents. Mais après, moi, j'ai envie de parler des joueurs entre guillemets de l'ombre. Vous avez dit Blossom Game. Je pense aussi à des joueurs comme Alpha Diallo, qui est absolument magnifique, dans son rôle de joueur tout-way, qui est capable de défendre, de prendre des rebonds, etc. Et un joueur que j'apprécie particulièrement, qui est Terry Tarpé, qui répond toujours présent. C'est un véritable soldat et les joueurs comme ça, on en a besoin dans une équipe pour avoir des victoires. Et très sincèrement, vous étiez de ceux qui ont enterré Monaco après les 2 premiers matchs ou vous pensiez qu'ils avaient encore une chance? Alors, je pensais clairement qu'il y aurait une réaction au match 3. Voilà, j'étais un peu inquiet, mais je pensais qu'il y avait une réaction au match 3. Match 4, j'étais très incertain, donc à la base, mon pronostic, c'était 3-1 Monaco. Maintenant, finalement, ce sera 3-2 Monaco, donc tout va bien. Ah voilà, Monaco peut être champion de France, là, sans Mike James?
Bah oui, j'ai toujours dit, il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe pour ça. Alors forcément, il y a moins de marge quand il n'y a pas le talent de Mike James, hein, clairement. Mais voilà, l'effectif a ce qu'il faut pour le faire. Il y a des joueurs talentueux, il y a des soutiers. Maintenant, à Paris, ce sera beaucoup au mental parce que vraiment, physiquement, Monaco a énormément donné. Et mentalement, il faudra être présent pour pouvoir refaire la même prestation physique qu'il y a eu au match 3 et 4. Oui, vous vous attendez à quoi pour ce match 5, là, décisif, sans le public, avec un public hostile ? Là, Monaco va falloir utiliser la même méthode, c'est-à-dire faire en sorte que Paris marque moins de 80 points. C'est la méthode monégasque pour gagner des matchs. Donc défensivement, il faudra être très prêt. Dès le début aussi, impacter physiquement, montrer qu'on est là et montrer que les choses ne seront pas faciles face aux joueurs extra talentueux de Paris. Dès le début et après, voilà, le basket parlera. Eh bien, nous serons fixés mardi soir pour la dernière rencontre opposant Monaco à Paris, match qui se jouera dans la capitale française. Merci Ali. Merci à vous. Et on ne referme pas cette page basket parce qu'il y a une bonne nouvelle pour ce dernier match de finale si vous n'avez pas DAZN, ce service de streaming sportif. Et c'est la responsable éditoriale de DAZN Basket qui va nous l'annoncer. Chloé Westeling, bonsoir. Bonsoir. On va pouvoir regarder la finale sur DAZN même si on n'est pas abonné, c'est ça ? Oui, alors ce sera gratuit. Il suffit simplement de se connecter sur notre site, sur notre plateforme, que vous soyez sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Vous vous connectez, vous créez un compte, vous n'avez pas besoin d'abonnement, pas besoin de rentrer votre carte et vous pourrez accéder à la rencontre en direct. On souhaitait vraiment proposer cet épisode 5, cet épilogue de ces belles finales au plus grand nombre. Donc on a pris cette initiative. Oui, pourquoi vous faites ça ? Vous l'avez évoqué là, mais pourquoi concrètement ? Ça s'inscrit dans une volonté qu'on a eue toute l'année de proposer des matchs en clair. Toute la saison, on a eu le match du dimanche à 19h qui était accessible gratuitement. Et on se disait que l'occasion de ce match 5 était vraiment trop belle pour priver les gens de voir ce spectacle magnifique. Donc on voulait vraiment offrir une visibilité très importante aux fans de basket d'abord, aux fans monégasques, mais aussi tout simplement aux amateurs de sport qui veulent vivre et partager avec nous les grandes émotions d'un match aussi important. Est-ce que l'on a des chiffres sur l'intérêt de ce championnat de France de basket sur DAZN ? Il intéresse de plus en plus de monde. Nous, on est à la première année de cette collaboration avec la Ligue nationale de basket, mais on sent vraiment que les gens ont besoin de repères, les gens ont besoin de rendez-vous, mais ils commencent petit à petit à nous suivre, à nous faire confiance, pardon. Et on l'a vu aussi sur les playoffs avec un intérêt qui a vraiment été décuplé, et on espère avoir le plus grand nombre possible devant leur écran mardi à partir de 20h10 pour cette grande finale. Et le basket, parce que vous ne faites pas que ça, le basket c'est une part importante sur votre service de streaming ? C'est une part très importante. Alors, c'est une part très importante à la fois pour DAZN France, mais aussi pour le groupe, puisque DAZN est un groupe international, et la verticale basket qui est bien implantée dans de nombreux pays où il y a de nombreux droits, plusieurs championnats disponibles. C'est quelque chose de très important pour nous. On voit ça un peu comme le sport, je ne vais pas dire du futur, parce que c'est déjà le sport du présent. C'est un sport très populaire, et c'est sûr qu'avec sa popularité en France et les résultats qu'on a à la fois sur les équipes nationales, sur nos équipes du championnat de France qui performent en Europe, c'est un sport une discipline qu'on souhaite vraiment développer et traiter de la meilleure manière pour le proposer au plus grand nombre. Je le rappelle, le match décisif pour départager Monaco et Paris pour cette finale du championnat de France de basket, c'est ce mardi, 20h10, gratuitement sur DAZN. Chloé Westeling, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. On referme cette page basket, mais on reste dans le monde sportif. La Fédération monégasque de rugby a été sacrée hier championne d'Europe de rugby à 7 au terme de 2 journées intenses de compétition. Les monégasques ont assuré leur retour dans l'élite européenne. 3 semaines après leur médaille d'or aux Jeux des petits États d'Europe, ce nouveau trophée vient conclure une saison réussie pour le rugby monégasque. Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni sont revenus sur le dernier jour de compétition jusqu'à la délivrance. La neige est tombée sur Andorre aujourd'hui, mais Monaco, eux, sont montés sur le toit de l'Europe 12 ans après leur dernier sacre européen. C'était en 2013. Aujourd'hui, Monaco est de nouveau champion d'Europe. Ils ont eu un parcours incroyable. Aujourd'hui, c'était les demi-finales. Ils ont commencé par l'Autriche, portés par leur collectif et leur passion justement. Ils ont réussi à écarter l'Autriche sans difficulté, 22-7, et se sont offert une finale contre Malte, justement. De l'autre côté, Malte affrontait Andorre, le pays hôte, et ils se sont imposés 12-7 face à Andorre. La finale Malte-Monaco, 2 pays qui se connaissent parfaitement, et les Monégasques ont répondu présent une fois de plus. Ils ont remporté cette finale 24-5, dominée de A à Z.
Un dernier exploit qui permet aux Monégasques de finir la saison de la meilleure manière possible. Vous l'avez fait, le taf là, maintenant il faut qu'on passe à un autre palier. Bravo, on récupère bien et on prépare l'autre match. Je pense que la différence, c'est surtout notre état d'esprit. On était prêts pour ce match-là, on a tout fait pendant la préparation et les joueurs ils ont rentré très motivés pour faire le doublé cette saison parce qu'on a gagné il y a 3 semaines et on a confirmé encore aujourd'hui. Moi je pense que c'est une saison très réussie. Là on continue le travail et je pense qu'on va encore gagner pas mal de titres et pas mal de tournois et il faut que surtout on travaille, on progresse et qu'on arrive à monter le rugby monégasque au sommet. Les Monégasques ont raflé tous les trophées ce week-end. Ils ont bien sûr été champions d'Europe de rugby à 7. Mais leur numéro 8, Tristan Nardi, a lui été élu meilleur joueur du tournoi. Cette victoire permet à Monaco de monter en 2e division européenne comme il y a 2 ans. Mais cette fois avec l'objectif d'y rester ou de rêver encore plus grand pour les années à venir. Ce week-end a eu lieu la 6e édition du tournoi Ifenouieti au stade du Prince héréditaire Jacques. Une compétition de football avec les jeunes U12 de plusieurs grandes équipes. L'AS Monaco, le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, l'OGC Nice, le Toulouse FC et le RC Strasbourg. Mais aussi hors frontières avec le Vitória Guimarães du Portugal, le Cercle Bruges de Belgique. Et pour la première fois, une participation en dehors de l'Europe avec les Américains du FC One Miami. Reportage d'Émilie Flamin et Thomas Deus. 10 équipes U12 venues de la France au Portugal, en passant même par Miami. 180 joueurs et 48 heures de football. Et après 11 matchs, c'est les jeunes de l'OGC Nice qui ont soulevé la coupe. Ce match, il était compliqué, c'était serré des 2 côtés. Mais comme il dit le coach, c'est le football qui gagne. Et justement, vous êtes content? Oui! De la joie et de la bonne humeur, c'est le maître mot de ce tournoi qui revient pour sa 6e édition. Dès la première année, ça a rencontré un grand succès. C'est un format qui est un peu inédit pour la catégorie. Il joue toute l'année à 8. Donc là, il passe à 11. Donc c'est le début de vraiment du vrai football. Il est certain qu'ils sont encore jeunes. Donc il y a beaucoup d'évolution il va y avoir certainement beaucoup d'évolution. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé en 2018 et qu'on a déjà des retombées, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont participé au tournoi et qui ont signé leur premier contrat professionnel. Donc ça, ça prouve la qualité des enfants qui viennent jouer ici. Et même s'ils ont été battus en demi-finale, c'est une chance pour les jeunes de l'AS Monaco d'accueillir cette compétition. C'est le dernier tournoi de l'année, ça ramène de l'amusement. On a essayé de le gagner, mais non, on n'a pas réussi, du coup, on verra l'année prochaine. Ça sera des souvenirs quand on sera plus grand, on va se dire oui, j'ai fait ce tournoi-là. Un tournoi qui clôture la saison du ballon rond dans la joie et la convivialité. Ça fait la une de l'actualité internationale en ce moment, le conflit israélo-iranien entre des missiles iraniens qui touchent le sol israélien, les frappes de l'armée israélienne dans le centre de Téhéran, ce lundi par exemple, les bombes pénétrantes envoyées par les États-Unis ce week-end sur les cibles nucléaires iraniennes. Nous vivons une escalade des tensions au Moyen-Orient qui peuvent laisser craindre un embrasement. Avec nous pour développer tout cela, le présentateur et rédacteur en chef du magazine Défense sur la chaîne israélienne I24 News, Mathias Inbar, bonsoir. Bonsoir Fabien. Déjà pour commencer, votre analyse de la situation. Comment analysez-vous ce conflit extrêmement tendu ? C'était une question de temps en fait. C'était pas une question de si, mais véritablement quand allait intervenir cette opération, ces opérations préventives de l'armée israélienne, puisque Israël avait prévenu si la ligne rouge se rapprochait. La ligne rouge, j'ai pas besoin de la dessiner ou de la décrire, vous la connaissez tous, à savoir le fait que l'Iran se rapprochait dangereusement de la bombe nucléaire, eh bien Israël interviendrait. Alors oui, il y avait les négociations. Oui, Donald Trump avait laissé du temps aux Iraniens pour infléchir leur position, mais à partir du moment où l'Iran se rapprochait inexorablement de la bombe, Israël est intervenu. C'est comme cela qu'on pourrait traduire ces opérations. Alors, il y a le conflit israélo-palestinien, le conflit avec l'Iran, avec le Liban. Ce sont des conflits, on va dire, vieux comme le monde, malheureusement. Mais est-ce qu'à votre connaissance, la situation a déjà été aussi tendue dans cette zone-là ? Alors,
Jamais, depuis 1973, il y avait eu de guerre entre Israël et un État, puisque jusqu'à présent, c'était des micro-États ou des organismes ou des organisations terroristes, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique. Là, effectivement, on est dans un tout autre registre, avec en plus deux États qui ne sont pas limitrophes. C'est-à-dire que la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, ce sont des guerres avec l'Égypte, le Liban, la Syrie et des pays limitrophes. Là, on est à quasiment 2000 km de distance. Et c'est ça la grande nouveauté. Et pourquoi c'est tendu? Parce qu'effectivement, du côté de l'Iran, il y a toujours ce danger que l'Iran puisse éventuellement, dans un dernier souffle, utiliser des bombes sales. Et ça, on serait complètement, effectivement, plus dans une guerre traditionnelle. Alors vous étiez à Monaco récemment, vous êtes là sur place en Israël. Quelle est la situation? Alors merci de me poser la question, Fabien. Effectivement, j'ai été invité dans le cadre de l'association Monaco Friends of Israel, dont le président est Franck Blanqueri, que vous connaissez bien dans la principauté, ancien ministre. Et puis Giorgio Gentili, qui est le président, et Philippe Benzimra, qui est le consul honoraire d'Israël. Effectivement, c'était assez intéressant de présenter à des personnes qui sont issues du cadre économique, du tissu économique et politique de la principauté de Monaco, les tenants et les aboutissants de cette guerre, de ce conflit qui oppose Israël au Hamas à Gaza, Israël au Hezbollah au Liban, et puis cette guerre avec l'Iran. Et là, c'est intéressant effectivement de voir que lorsqu'on explique de manière simple et avec des mots simples, eh bien, ça permet de comprendre et de discuter, d'expliquer de mieux comprendre la réalité. Et lorsqu'on arrive ici, alors je dois avouer que j'ai été bloqué pendant une semaine, comme la plupart des Israéliens qui étaient à l'étranger, puisque le ciel était fermé. Effectivement, c'est un tout autre registre quand on arrive ici, avec directement plongé. Pour ne rien vous cacher, je ne parle très rarement que de moi-même, mais je suis arrivé, j'ai retrouvé mes enfants que je n'avais pas vus depuis une semaine. Vous pouvez imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais d'ailleurs, lorsqu'ils étaient sous les missiles. Et il n'a pas fallu 1 heure pour que l'alerte retentisse et que je prenne mes enfants et que je descende aux abris pour me protéger. Donc c'est ça véritablement. On a du mal, effectivement, lorsqu'on est en Europe, à comprendre le mécanisme et la vie des Israéliens au quotidien, mais c'est celle-ci. Rappelez-nous peut-être le bilan et les cibles qui ont été touchées, si c'est des cibles au hasard, si ce sont des points stratégiques. Vous posez là aussi une très très bonne question, Fabien, parce qu'effectivement, on a tendance à équilibrer les deux types de frappes. Lorsqu'Israël frappe des cibles principalement à 95% des cibles militaires et nucléaires, l'Iran, force est de constater, ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder les images, cible principalement les sites urbains, les zones urbaines. Alors il y a eu des zones comme Haïfa, par exemple, et des zones comme Tel Aviv où il y a des bâtiments complètement éventrés. Il y a le centre de recherche Weizmann, c'est plus de 30 ans de recherche contre le cancer, contre la mucoviscidose, contre d'autres maladies qui ont été soufflées, éventrées, brûlées complètement. Et puis, effectivement, des sites aussi stratégiques, notamment les usines de pétrochimie qui ont été visées par l'Iran. Concernant le nombre de victimes, on est autour de 23 ou 24 décès du côté des civils israéliens. Et puis, du côté de l'Iran, eh bien, la grande partie de la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution a été éliminée très rapidement. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire moderne, ça c'est intéressant aussi d'analyser cela, dans l'histoire moderne, que l'ennemi comprend, après que sa chaîne de commandement militaire a été décimée, que la guerre a commencé. Généralement, le chef d'état-major prend les devants, essaie d'organiser une représaille, et là, le chef d'état-major iranien et les grands commandants des gardiens de la Révolution et de l'armée iranienne ont été quasiment tous éliminés avant même que l'Iran ne comprenne. Et l'intervention israélienne n'est pas finie, notamment en Iran. Tous les jours, il se passe quelque chose. Oui. Effectivement, Tsahal qui frappe Téhéran, qui frappe les sites de production de missiles, les sites de production de centrifugeuses à l'intérieur de la capitale. Malheureusement, là aussi, on peut critiquer le fait que le régime a incorporé à l'intérieur de la vie urbaine des confections de missiles qui sont extrêmement dévastateurs en milieu urbain, mais également des sites de production de missiles dans l'ouest et dans le centre de l'Iran. Là aussi, Fabien, il faut comprendre,
pourquoi Tsahal frappe, pourquoi Israël frappe et pourquoi les bombardiers B-2 américains ont pu frapper sans être forcément attaqués, c'est parce que c'est historique. Il y a un couloir aérien sûr que s'est octroyé l'armée de l'air israélienne. Et ça aussi, c'est historique. Dans ce cadre, vous parliez de la guerre moderne, d'une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël. Et ça aussi, c'est assez remarquable comme opération. Mathias Inbar, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Créé en 2009, le Monaco Private Label est désormais dirigé par Chloé Boscagli et a pour but de favoriser la politique d'attractivité en principauté. Eh bien, Monaco Private Label vient d'organiser une conférence avec pour thème « Explorer l'art de collecter ». Autrement dit, promouvoir l'investissement dans les œuvres d'art. Les explications dans ce reportage de Jessica Granato et Thomas Deus. Collectionner des œuvres, c'est tout un art. À l'occasion de son 16e sommet annuel, le Monaco Private Label a décidé d'aborder l'aspect économique de l'art. Pour l'occasion, une centaine de membres originaires de 30 pays différents sont venus assister à plusieurs conférences. Nous nous adressons à des personnalités vraiment uniques qui sont des leaders chacun dans leur secteur, donc elles n'ont pas beaucoup de temps. Donc pour essayer de faire en sorte de continuer de les intéresser, nous développons des thèmes très différents et cette année, au vu aussi de tout ce dynamisme de l'écosystème monégasque culturel, on voulait particulièrement le souligner et le mettre à l'honneur. Monaco brille déjà par son implantation dans l'art à l'international. Avec le Grimaldi Forum, les villas du nouveau musée national ou encore les maisons de vente. La principauté ne manque donc pas de lieux, mais cherche plutôt à initier de nouveaux collectionneurs. La réunion d'aujourd'hui est liée à montrer finalement l'importance de l'art dans le monde d'aujourd'hui et auprès des décideurs. Et je sais combien le monde des collectionneurs nourrit et permet de faire vivre la culture ouverte à tous et le savoir à construire pour demain. Si plusieurs membres du Monaco Private Label semblent déjà conquis par l'idée d'investir dans les œuvres d'art, le collectionneur Simon Depury a tout de même quelques conseils à vous partager. Le conseil est d'abord de voir, voir et voir. Chaque personne réagit par rapport à des œuvres d'art que vous voyez d'une manière très individuelle, de manière que chaque personne également réagit quand vous entendez de la musique. Et je crois qu'il est important d'identifier quel est votre goût personnel, qu'est-ce qui vous intéresse vous. Une fois que vous connaissez ce qui personnellement vous intéresse, ensuite on peut vous aider à affiner ce goût et dans votre domaine, trouver exactement ce qu'il y a de mieux et aussi de s'assurer que ce soit un bon investissement. Pour rester dans la thématique, le prochain rendez-vous artistique se tiendra du 7 au 12 juillet. Il s'agit de la Monaco Art Week. De la culture, pour finir avec le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3. Un concert qui s'est déroulé sous la direction de Thomas Netopil, au programme des œuvres de Suk, Schubert et un concerto pour 2 pianos de Mozart avec les frères Yusen, 2 artistes en résidence cette année. Reportage de José Sacré, Hugo Comassa et Greg Wintreber. Dimanche 22 juin, à l'Auditorium Régnier 3, outre une œuvre de Joseph Suk et la symphonie numéro 5 de Schubert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Thomas Netopil, a interprété le concerto numéro 7 pour 2 pianos de Mozart, avec en soliste les frères Lucas et Arthur Yusen. Ce concerto a été annoncé dans sa version pour 3 pianos, avec la participation de Maria Joa Pires. Hélas, un problème de santé a empêché cette merveilleuse pianiste d'être présente à Monaco aux côtés des frères Yusen. C'est dommage. Nous sommes très désolés que nous ne pouvons pas jouer avec elle. Elle est merveilleuse. Elle a été notre professeure pour 3-4 ans. Je crois que c'est du grand fait de faire cette pièce de Mozart avec elle ici à Monaco. Mais nous espérons que la prochaine fois, ça peut passer. Ce concerto numéro 7 de Mozart, dans sa version pour 3 et 2 pianos, a été composé à Salzbourg en 1776. Mozart avait 20 ans. Pour moi, c'est une pièce très positive, petit peu naïve aussi, mais naïve
pour moi, c'est un mot très positif, c'est très bien. Avec des énergies, nous aimons beaucoup. Et Mozart, c'est un compositeur, je crois que c'est le meilleur compositeur pour 4 mains et pour 2 pianos aussi. Vous jouez souvent Mozart en concert? Oui, nous aimons de jouer Mozart, particulièrement the beginning of a concert. Le commence d'un concert, c'est comme une bouteille de champagne, c'est une fête. Les frères Lucas et Arthur Husson, artistes en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo cette année, seront de retour à Monaco le 20 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier. Ils interpréteront le concerto pour 2 pianos de Mendelssohn sous la direction de Kazuki Yamada. Après le son et la vidéo, un concert que l'on retrouve tout de suite en photo pour clore ce journal. Ce sont les clichés du jour de Jean-Charles Vinage. Et juste après, vous retrouverez la météo d'Alban Gingembre. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi à 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, il fera toujours aussi bon en principauté. Quelques passages nuageux, parfois denses, mais le ciel restera toujours aussi lumineux. Le thermomètre affichera 23 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi. L'indice UV sera très fort, surtout l'après-midi. Pensez à bien vous protéger. La température de l'eau est à 26 degrés, l'occasion parfaite pour se prélasser au larvoto. Et puis le 24 juin, nous fêtons la Saint-Jean, fête du feu et de la lumière. À Monaco, ne manquez pas les festivités qui se dérouleront place des Moulins. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.